Et merci de me recevoir, merci de m'avoir invité, merci Gisèle, merci à vous d'être là et d'accepter d'écouter ce que j'ai à vous dire. Asmi Abdallah Bjaoui. Alors j'ai une amie qui m'a dit, surtout Abdallah, ne dis pas que tu n'as pas grandi en Tunisie. Je lui ai promis que je ne le dirais pas. Donc, je fais Tunis, mais je ne vous l'ai pas dit. مشيت عمري 5 سنين مولود في ماتر de parents tunisiens comme vous et par le hasard de la vie ma destinée m'a amené à partir vivre en France. J'ai grandi en France, j'ai fait mes études en France, j'ai passé mon adolescence en France et par d'autres hasards encore plus curieux, je me suis retrouvé à donner des cours de théâtre dans les îles du Pacifique et de l'océan Indien, à Tahiti, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, bref, où j'ai passé 13 années. Le parcours d'une vie un petit peu, comment dirais-je, atypique. Je suis cadre commercial, je suis formateur professionnel et je suis professeur de théâtre, comme je vous l'ai dit. À aucun moment, je n'avais imaginé qu'un jour, je puisse revenir vivre en Tunisie, dans mon pays. Le hasard a voulu que, de mes voyages, de mes rencontres, j'ai développé un certain nombre d'idées, un certain nombre de projets. Et ces projets m'ont un jour ramené dans mon pays, il y a presque 5 ans de cela. Donc je suis venu avant la Révolution, j'étais là pendant la Révolution, et j'ai décidé de rester après la Révolution pour aider mon pays à se reconstruire. Pour cela, j'ai créé une association. Cette association s'appelle Vérité et Confiance. Et dans le cadre de cette association, j'ai élaboré un certain nombre de projets, là aussi, comme par exemple la mise en culture du safran. Le safran, zafran, pour ceux qui le connaissent, je parle du vrai safran. Le vrai safran, pour vous donner une idée, ça coûte plus cher que l'or. 1 kilo de safran coûte 72 000 dinars. Alors j'ai décidé de lancer ce programme de safran dans les régions pauvres et dire aux agriculteurs, nous allons planter de l'or dans vos régions. Dans le cadre associatif, tous les revenus de la culture du safran retournent à l'ensemble de la communauté. Nous sommes une association à but non lucratif. Je pourrais faire du safran tout seul. Je pourrais, 45 hectares dans mon village, je fais du safran, wahdi, et je me fais une bonne conscience en faisant travailler les gens et en donnant de bons salaires. Non. J'ai voulu le faire dans le cadre associatif pour être dans une démarche d'exemplarité. Nous devons être exemplaires. Je voudrais vraiment que vous attachiez de l'importance à ce mot, être exemplaire. Avant toute chose, avant de poursuivre, j'aimerais, comment dirais-je, vous parler de comment je vois les choses, comment je perçois les choses. Vouloir créer, vouloir entreprendre, vouloir faire quelque chose, c'est bien. Mais la vraie question que nous devons toujours tous nous poser, c'est pourquoi ? Pourquoi voulons-nous faire telle ou telle chose, quelle que soit cette chose ? À l'époque où j'étais comme vous, sur les bancs des écoles, des lycées, des universités, j'avais été interpellé par mes professeurs de philosophie. Et on m'avait parlé d'Aristote, et on m'avait dit, à l'époque d'Aristote, Aristote disait d'ailleurs « je doute, donc je suis ». Vous connaissez tous la fameuse phrase de Descartes « je pense, donc je suis ». Sauf que Descartes, il ne s'est pas créé tout seul. Descartes, il a évolué, il a grandi, et puis il est surtout monté sur les épaules des géants qui l'ont précédé. Il a traduit à sa façon la pensée d'Aristote. Je doute, donc je suis. Et c'est par là même que je doute que je prends conscience que je suis. Écoutez bien ce que je vous dis. Saint Augustin, à peu près à la même époque, disait « je me trompe, donc je suis ». Et c'est par là même que je me trompe, que je prends conscience que je suis. Ce à quoi Descartes avait dit « je pense, donc je suis ». Avec l'ère industrielle, au début du XIXe siècle, la pensée c'était « je produis ». Donc, je suis. Il fallait être producteur pour avoir une identité.
une identité sociale, avoir une existence. Je produis, je travaille, je suis un ouvrier. Les années 70-80, dans le monde entier, ça a été « je consomme ». Donc, je suis. C'est parce que je consomme que je prends conscience que j'existe de mon identité sociale. Mais aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'est la pensée. Aujourd'hui, ce n'est pas que je produise qui fait que j'existe ou que je pense ou que je doute ou que je me trompe. Aujourd'hui, c'est parce que je suis solidaire que j'existe. Aujourd'hui, je ne peux pas exister tout seul dans mon petit coin. Quoi que je fasse, quoi que j'entreprenne, je dois le partager avec le plus grand nombre. Et c'est parce que je suis solidaire que j'existe en tant que citoyen. Voilà comment j'inscris ma démarche. Le safran, la culture du safran, je vous l'ai dit, je peux le faire tout seul et gagner des millions. Non, mon pays a besoin qu'on l'aide. Il y a dans ce pays des gens plus faibles. Il y a dans ce pays des gens qui n'ont pas la capacité. On ne doit pas les ignorer. On les a suffisamment ignorés. Alors quoi que je décide d'entreprendre aujourd'hui, je le fais dans cette action commune de solidarité. Je travaille pour moi et je travaille pour mon pays. Je voudrais vraiment que vous ayez conscience de cela. Autre chose que je voudrais vous dire, n'ayez pas la faiblesse de penser que vous pouvez changer les choses. N'ayez plus la faiblesse de penser que vous pouvez changer les choses. Ayez la force de croire en vous. Et là, je vais m'adresser plus particulièrement aux jeunes femmes que vous êtes. Vos mères, vos grands-mères, vos arrière-arrière-grands-mères, de génération en génération, ont permis à ce que la Tunisie soit une réalité physique. Ce sont vos mères qui vous ont porté, qui ont porté la Tunisie dans leur ventre. C'est vous qui portez les générations futures en vous. Vous êtes la matrice de toute l'humanité. Vous êtes la matrice de la Tunisie. Alors là aussi, ne laissez personne vous réduire à quelques schémas ou à quelques stéréotypes. Ils n'ont pas idée de ce que vous pouvez être. Ils n'ont pas idée de ce que vous pouvez faire. À condition que vous ayez une idée précise de ce que vous voulez faire aujourd'hui, dans votre pays, pour vous-même et pour votre pays. Je voulais vous dire ça. Je voulais vous dire ça pour que vous preniez réellement conscience de l'importance que vous avez à titre individuel et à titre collectif. Quoi que nous décidions d'être, quoi que nous décidions de devenir, nous le ferons que parce qu'on sera ensemble réunis, solidaires. J'ai imaginé, comme je vous l'ai dit, un certain nombre de projets. J'ai été interpellé dans ma vie par des préoccupations, je dirais, qui la plupart du temps passaient au-dessus de la tête de la majorité des gens, mais qui, moi, m'interpellaient personnellement. Je ne sais pas pourquoi, c'est ma nature. Un jour, je rencontre un responsable de l'UNESCO et il me dit « c'est une véritable hémorragie à travers toute la planète. Les artisans, parce qu'ils sont pauvres, quand ils arrêtent de travailler, leurs enfants ne reprennent pas leur travail, ils ne reprennent pas leur métier, ils ne reprennent pas leur savoir, ils ne reprennent pas leur patrimoine, bien sûr. Qui voudrait vivre d'une vie de misère? Alors, à l'échelle de la planète, c'est une véritable hémorragie. Des pans entiers de notre savoir disparaissent année après année. Il y a presque 20 ans de cela. Et cette idée, je l'avais en tête. Et partout, à travers mes voyages, quand je rencontrais des populations, je voyais leurs traditions, je voyais leurs coutumes, je voyais leur artisanat. Je voyais à quel point c'était vivant et à quel point c'était important. Nous sommes non pas le fruit de la civilisation, mais véritablement de nos traditions, de nos coutumes. Ce sont elles qui nous construisent, ce sont elles qui font notre spécificité. Nous appartenons à ce corps humain tout entier qui s'appelle l'humanité, mais nous avons notre spécificité en tant que Tunisiens, ou en tant que Tahitiens, ou en tant que Polonais, etc., etc. Alors, j'ai imaginé un projet, j'ai imaginé un concept unique au monde,
unique au monde. D'ailleurs, ce projet, il n'existe nulle part sur la planète. Et pourtant, le besoin est vital de le créer. Et j'ai imaginé la maison du patrimoine de l'humanité. J'ai imaginé un lieu où tout le savoir-faire de l'humanité, toutes les techniques de fabrication traditionnelles, artisanales seraient non seulement répertoriées, archivées, filmées, mais dans un lieu qui serait un lieu vivant, un lieu de création, un lieu d'échange, un lieu de communication. Autre chose, je ne limite jamais ma pensée à mes seuls besoins. Je ne me dis pas, tiens, j'ai besoin de ça, donc j'agis en fonction. Non. L'idée, elle doit être la plus ouverte possible. Une fois que je l'ai amorcée, une fois qu'elle est sortie de moi, je dois la laisser mûrir, suivre sa propre évolution, sa propre maturation, sa propre expérience. Et je l'observe pendant un temps et je l'accompagne. Et tout à coup, l'idée, elle me revient. Et elle me revient avec des choses auxquelles je n'avais pas du tout imaginé ni soupçonné. Et la Maison du patrimoine de l'humanité, quand elle a mûri dans mon esprit et que j'en ai fait la maquette, je crois qu'on peut projeter la maquette de la Maison du patrimoine de l'humanité. Voilà. Voilà la Maison du patrimoine de l'humanité. Un projet utopique. Je vais vous le dire très clair, comme ça vous n'aurez pas à me le dire. C'est un projet utopique. Ah, qu'est-ce que ça veut dire utopique? Ça veut dire qu'il ne peut pas se réaliser? Non. Un projet utopique, c'est juste un projet qui est un petit peu en avance. C'est une idée qui est prématurée. Les gens n'en ont pas encore conscience, comme le canal de Suez, comme la Tour Eiffel, etc., jusqu'à ce que ça devienne une réalité. Tout ce que nous entreprenons prend naissance dans un esprit, et d'abord et avant toute chose, une idée, avant d'être un bâtiment, avant d'être quoi que ce soit d'autre, c'est une idée. L'idée, la voici. Cette idée a été soumise au président de l'UNESCO. Quand j'ai quitté le président de l'UNESCO, il m'a pris par l'épaule, il m'a dit « Monsieur Bejaoui, si vous respectez votre cahier des charges, ce site sera inscrit au patrimoine de l'UNESCO. » Alors, quand j'ai imaginé un projet de développement pour mon pays, j'ai dit « Voilà ce qu'il faut pour la Tunisie. » Je peux entreprendre des choses à titre personnel. On est venu me voir et on m'a dit « Monsieur Bejaoui, Dubaï est intéressé par votre projet. On vous l'achèterait des milliards, on vous accueillerait comme un prince. » J'ai dit non, ce projet, c'est pour mon pays. Je vais même vous dire mieux. Je ne veux pas gagner un centime sur ce projet. Je veux l'offrir à mon pays. Je veux en faire don à mon pays parce que ça sera une fondation. Ça ne sera pas un parc d'attractions. Alors, qu'est-ce que ça va être? La Tunisie, vous, chacun et chacune d'entre vous, vous allez représenter quelque chose dans toute l'humanité. Quand on parlera de la Tunisie, on dira mais c'est le pays qui préserve le patrimoine de l'humanité parce qu'il ne peut y en avoir qu'un seul. Il ne peut y avoir qu'un seul site comme celui-ci. Il ne peut pas y en avoir deux. Et la Tunisie va devenir la garante de la mémoire de l'humanité. Et nous allons filmer, archiver toutes les techniques de fabrication traditionnelles de toute la planète. Ça prendra 30, 40, 50 ans, ça n'a pas d'importance. Pour l'archivage, pour la construction du bâtiment, ça prendra à peu près entre 8 et 10 ans. Mais ça deviendra une réalité. Alors là, oui, je peux imaginer le développement futur de mon pays. 60 000 créations d'emplois. Toute une région qui va sortir de terre. Il va falloir conceptualiser de nouveaux modèles d'hôtellerie, d'accueil. Ça sera visité par 30, 35, 40, 50 millions de touristes, qui peut le dire, puisque le site sera unique et authentique. Nous allons reconstituer les jardins suspendus de Babylone, tels qu'ils étaient à l'époque de Nabuchodonosor. Alors on me dit, mais c'est fou, mais c'est incroyable. Mais c'est impossible de réaliser un tel projet. Si on vous avait dit, ne faites pas la révolution parce que c'est impossible, je suis sûr que vous ne l'auriez pas fait. Mais comme personne ne vous avait dit que c'était impossible, vous l'avez fait. Je suis ma nature. Je suis mon instinct. Mais vous savez d'où je tire ma force? D'où je tire ma certitude? Dans ma sincérité. Je suis sincère dans ma démarche.
malgré toutes les difficultés, malgré toutes les portes qui se ferment derrière moi. Quand j'ai développé le projet du safran, je suis allé voir le ministre de l'Agriculture, il n'a pas voulu me recevoir. Je suis allé voir le président de la République. Son conseiller, il a pris mon dossier et m'a dit « Monsieur Bejaoui, le safran, il l'a jeté sur son bureau. » Je vous jure que c'est vrai. Le safran en Tunisie, ça ne marchera jamais. Je lui ai dit « Excusez-moi, pourquoi ?» Mais parce que si ça marchait, on l'aurait déjà fait, on ne vous aurait pas attendu, vous pensez bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors je suis allé voir les agriculteurs et je leur ai dit « Messieurs les agriculteurs, vous qui crevez de faim, vous qui êtes dans la misère, voilà mon programme et on va le faire ensemble. » Et nous l'avons fait. Et nous avons fait pousser du safran en Tunisie, à Sidi Bouzid, à Sbiba, au Kef, à Joumine, même au Kram. Ce n'est pas le problème, les autres. Le problème, c'est moi. Quelle est ma force? Quelle est ma motivation? Quelle est ma sincérité? Quelle est ma valeur ajoutée? Alors bien sûr, je suis un tout petit peu plus âgé que vous, j'ai un peu plus d'expérience, j'ai un peu plus de vécu. Je peux mettre en avant ma valeur ajoutée. Vous, vous êtes encore très jeune, mais je voudrais que vous ayez ceci à l'esprit. Quelle est votre valeur ajoutée? Pour vous-même, pour votre pays. Un jour, j'étais dans mon village. J'étais avec mes cousins. Et on a croisé un autre de mes cousins qui faisait paître ses chèvres. Et à côté de notre cimetière, et je vous jure que c'est vrai, tout ce que je vous dis est authentique, on a un petit arbre, le zahroul, vous connaissez certainement le fruit, le zahroul. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite baie qui ressemble à une petite pomme. Et les chèvres, elles adorent le zahroul comme les humains. Alors il y avait des chèvres qui ont mangé le zahroul qui était par terre, au pied de l'arbre. Et puis on avait deux qui sont montés dans l'arbre. Et elles mangeaient le zahroul qui était dans les branches. Je vous jure que c'est vrai. Alors là, il y a mon cousin Mabrouk. Il a regardé mon autre cousin et lui a dit « Le zahroul, ce n'est pas pour les chèvres, c'est pour les humains. » Et mon autre cousin, il a regardé et lui a dit « Quand mes chèvres, elles mangent du zahroul, elles me donnent du bon lait. Toi, quand tu manges du zahroul, où est-ce que tu Oui. Au-delà de la boutade, posez-vous la question véritablement. Qu'est-ce que nous donnons à notre pays? Ce que vous êtes en train de devenir, ce que vous serez dans les 2, 3, 4, 5 années à venir, les jeunes diplômés que vous serez, pour la plupart d'entre vous, vous le serez parce que votre pays aura investi sur vous. Il aura investi sur vous. Ça a un coût. Dans le monde entier, chaque étudiant a un coût. Il est de l'ordre à peu près de 160 000 dinars. Je ne parle pas des dépenses que vos parents ont fait pour vous nourrir, voilà, pour vous acheter vos vêtements. Voilà. Non, je parle de ce que vous avez coûté à l'État tunisien. Ce n'est pas sorti depuis des générations de la poche ni de Bourguiba, ni de Ben Ali, ni de Marzouki. C'est ce que vous coûtez à l'État tunisien, à votre pays. C'est ce que votre pays a mis en termes d'investissement, d'écoles, d'infrastructures, de professeurs, de soins, etc., pour faire de vous des garçons et des filles qui un jour allaient devenir des producteurs dans votre pays et créer de la richesse pour permettre que l'on puisse éduquer d'autres jeunes derrière vous. Pensez à cela. Et dites-vous, quelle est ma valeur ajoutée? Qu'est-ce que je peux apporter à mon pays? Parce que si je pense à titre individuel, je peux m'en sortir, bien sûr. On peut trouver toujours des choses à faire qui sont profitables à nous-mêmes. Mais est-ce que ça fera gagner l'ensemble du pays? Non. Par contre, si je raisonne en disant « qu'est-ce que je peux faire pour moi et pour mon pays ?» alors là, je ferai réussir mon pays. Et forcément, j'aurai aussi les fruits de cette réussite. Je voudrais vraiment que vous ayez ceci à l'esprit. Ce projet, la Maison du patrimoine de l'humanité, si on peut le remettre, la Maison du patrimoine de l'humanité, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est un projet qui va changer la face de la Tunisie. Voilà. C'est des millions de touristes. Ça veut dire aussi que nous allons devenir maîtres de notre destin. C'est nous qui allons fixer le prix. Parce que nous aurons quelque chose d'unique à vendre. Nous aurons un produit qui n'existe nulle part ailleurs. La mer, le soleil, la plage, elle existe partout dans le monde. Mais la Maison du patrimoine de l'humanité, elle n'existera qu'ici. Mais c'est aussi une autre responsabilité.
Je dis bien une autre responsabilité, c'est que nous allons devenir les garants de la mémoire de l'humanité. Encore une fois, en me projetant à travers ce projet, à un moment donné, je me suis rendu compte que ce projet, ce n'était plus le mien. J'en étais que le dépositaire. Qui ou quoi ou qu'est-ce a choisi mon cerveau, mon esprit pour le faire jaillir, mais il ne m'appartient plus. Et c'est vrai que dans ma famille, quand je leur ai dit, je me fous de Dubaï, je me fous des Émirats, je me fous de ceci, de cela, je veux l'offrir à mon pays, ils m'ont dit, mais Chbik, tu mehboul, qu'est-ce que tu vas faire en Tunisie? Je ne sais pas. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que maintenant que je suis là avec vous, je ne peux plus laisser tomber mon pays. Ça ne m'est plus possible. Donc j'irai avec vous, je serai avec vous jusqu'au bout de cette aventure, quoi qu'il arrive. Par contre, je suis maître de mon destin. C'est moi qui ai les leviers de ma destinée. C'est moi qui suis maître de ma propre destinée. Grâce à mes idées, grâce à mes projets, je peux venir vous voir et vous dire, ce projet, il appartient à la Tunisie, il vous appartient. Nous pouvons en faire ce que nous décidons d'en faire. Ce sont les idées qui font avancer le monde. Pensez toujours ça, les idées qui font avancer, qui dirigent, qui gouvernent l'humanité tout entière. L'Amérique est en faillite. Allez chercher le petit jeune là-bas. Quel petit jeune? Celui là-bas qui travaille dans son garage. Le pauvre là-bas, le petit gamin là-bas en short. Oui, va le chercher, donne-lui ce dont il a besoin. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec? Donne-lui ce dont il a besoin. Il s'appelle Bill Gates. Ah. Aujourd'hui, vous avez un projet, vous allez voir la banque. J'ai un magnifique projet. Quelles sont vos garanties? Je n'ai pas de garantie. Ah, non, ce n'est pas possible. Par contre, si tu as des garanties, on se foutra même de ton idée. Qu'est-ce qu'il veut faire, lui? Il veut inventer le papier toilette réversible. C'est une idée, ça? Non, mais il a des garanties. Ah, s'il a des garanties, c'est bon. Vous voulez avoir un avenir? Alors il faudra tout repenser. Vous ne pourrez pas construire la Tunisie de demain, votre propre édifice, votre propre maison, sans avoir bâti, défriché et établi des fondations solides, profondes. On ne construit rien sur rien. Et aujourd'hui, la Tunisie, ce n'est rien. Quelle que soit l'idée, quel que soit le projet. On m'a invité parce que, voilà, il me reste 10 secondes, on m'a invité parce que la dernière fois, la dernière conférence, j'avais un petit peu mis les pieds dans le plat. Et j'avais dit, mais ils ne peuvent rien faire. Eh oui, parce qu'il n'y a aucune structure qui vous permette de vous développer. Vous allez voir des responsables politiques, ils ne comprennent rien à ce que vous êtes en train de leur dire. Pensez à ça. Je vous remercie de votre attention.